Mercredi soir se déroulait l'avant-dernier débat des élections européennes, l'occasion d'une passe d'armes entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, mais en dehors des joutes oratoires, l'organisation de ces agapes télévisuelles et du choix des participants pose question. Des fermetures massives de pharmacies en France, l'exercice 2018 a vu de nombreuses officines fermer leurs portes, une restructuration du secteur est en cours avec à la clé une concentration des pharmacies derrière des grands groupes. L'Afrique du Sud repart sur les mêmes bases, malgré de graves difficultés économiques et ethniques, le Congrès national africain et le président Cyril Ramaphosa ont été reconduits à la tête de la nation arc-en-ciel. Madame, Monsieur, bonsoir. Un avant-dernier grand débat avant les élections européennes. Des prises de bec entre candidats de droite et de nombreuses interrogations quant à l'organisation de ces agapes télévisuelles. L'émission politique de France Télévisions a produit son lot de petits buzz et d'incohérences médiatiques. Olivier Frère-Jacques. C'était l'avant-dernier, ou plutôt les avant-derniers débats avant les élections européennes. Mercredi soir, plusieurs têtes de liste et chefs de file des formations politiques françaises se sont affrontés sur la télévision publique. Au programme, deux débats, celui des partis ou des listes les mieux placés, en heure de grande écoute, puis celui des formations dont les intentions de vote sont inférieures à 5%, un choix basé sur les enquêtes d'opinion et qui ne manque pas de faire grincer des dents ceux qui sont considérés à tort ou à raison comme des petits candidats. S'agissant du premier débat, il réunissait la liste de la majorité présidentielle défendue par François Bayrou du MoDem, celle du Rassemblement national avec Marine Le Pen, les Républicains avec Laurent Wauquiez, Manon Aubry de la France Insoumise, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts et Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste Place Publique, soit trois têtes de liste, Manon Aubry, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, et trois chefs de parti, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez et François Bayrou. La présence de ce dernier peut d'ailleurs étonner puisque dans un précédent débat, il était face à son allié Stanislas Guerini, chef insipide du parti présidentiel. L'intérêt pour les grosses écuries, LREM, RN, ne pas perdre trop de plumes avant le scrutin. Pour les Républicains et la France Insoumise, il s'agissait de consolider sa place, voire même de tenter une percée. Quant à Raphaël Glucksmann, il avait à cœur de relancer une campagne assez peu réussie. Les trois représentants de gauche, PS, LFI et EELV, ont montré une fois de plus leur proximité idéologique, relançant ainsi le débat sur le manque d'unité de cette famille politique gangrénée par les calculs politiciens et les égos surdimensionnés. Yannick Jadot, comme à son habitude, s'est montré à l'aise et efficace dans son rôle d'écologiste de gauche, fraîche et dynamique. Sa concurrente Manon Aubry a fait le job en s'attaquant au traité de libre-échange avec le Canada, s'en prenant par la même occasion à Laurent Wauquiez. Enfin, Raphaël Glucksmann, qui pourrait réussir l'exploit de sortir le PS du Parlement européen, a tout tenté, en sortant notamment une image de Jacques Delors du grenier. Le petit nouveau de la politique a voulu recentrer le débat sur l'Europe, mais a peiné à convaincre à l'image de toute sa campagne. En retrait, François Bayrou, habitué aux joutes oratoires sans être ce que l'on pourrait appeler un tribun, n'a pas franchement brillé, amenant une chouette comme objet symbolisant l'Europe, ce qui permettra un énième jeu de mots sur la maladroite candidate de la majorité, Nathalie Loiseau. Enfin, Laurent Wauquiez a tenté de jouer sur le bon sens en adoptant une position ni protectionniste ni libérale, mais il éprouve toujours d'immenses difficultés à assumer le bilan de sa famille politique majoritaire à Bruxelles. Le chef de file LR s'est même fait moucher par la présidente du RN en ressortant une fois de plus le dossier éculé du débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Laissez-moi parler, monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Hein? Et vous savez quoi, monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me proposiez ces souhaits, madame. Une riposte qui a fait rire l'auditoire et qui pourrait permettre aux adversaires de Marine Le Pen de se tourner vers d'autres éléments de langage. La présidente du Rassemblement national, dont la liste est en tête dans les sondages, a cette fois-ci passé l'exercice du débat sereinement. C'est elle qui pourtant avait le plus à perdre. Et une fois les gros candidats passés sur le grill, c'était au tour de ceux crédités de moins de 5% dans les études d'opinion d'entrée en piste. 9 candidats ont ainsi été choisis: Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, le troubadour Francis Lalanne pour Alliance Jaune, Yann Brossat du PCF, Guillaume Bala pour Génération de Benoît Hamon, Florian Philippot des Patriotes, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, François Asselineau de l'UPR, Dominique Bourg d'Urgence Écologie et Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Le risque pour ces candidats parfois marginalisés était de devenir leur propre caricature, et à ce petit jeu, Nathalie Arthaud semble avoir remporté la palme. Il va falloir que le monde du travail se lève, y compris comme se sont levés les gilets jaunes, mais
Voilà, en mettant en cause, pas seulement d'ailleurs la politique anti-ouvrière de Macron, mais en mettant en cause aussi cette classe capitaliste qui aujourd'hui accapare toutes les richesses et confisque la possibilité de vivre dignement, y compris à ceux qui les font prospérer, les travailleurs. Nicolas Dupont-Aignan, après une campagne difficile, a tenté de jouer la carte du bon sens et du franc-parler. Moi, je propose, avec Debout la France, que la France, à un moment, dise « on joue plus ». On interdit des produits dangereux sur notre sol. François Asselineau, fidèle à son Frexit, a parlé co-développement, une manière originale et finalement assez peu commune de proposer une alternative à l'immigration. Nous, ce que nous proposons la liste ensemble pour le Frexit, c'est qu'une fois la France sortie de l'Union européenne, ces aides par milliards que nous versons à des pays comme la Pologne, la Hongrie, sur lesquels on crache d'ailleurs, l'Estonie, la Lettonie, nous devons les orienter vers les pays du Sud pour qu'ils se développent et qu'ils puissent conserver leur population, parce qu'on ne quitte jamais son pays par plaisir. Le score de l'UPR demeure d'ailleurs une inconnue du scrutin, après avoir rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues le 1er mai, et fort d'une campagne notamment numérique active, le parti de François Asselineau pourrait créer la surprise en dépassant plusieurs formations historiques comme Lutte ouvrière notamment. Souverainisme toujours, Florian Philippot a dénoncé la confiscation des débats par une polarisation voulue par le président de la République. Monsieur Macron, il ne pense pas aux européennes, il pense à 2022 et sa réélection. Et il essaie de vous enfermer dans un débat préfabriqué avec le Rassemblement national, parce que depuis le débat de second tour catastrophique, il sait très bien que c'est sa seule chance, c'est son assurance vie. Pas à la fête. Dans les sondages, l'ancien Monsieur Souveraineté du Rassemblement national semble vouloir s'inscrire dans la durée et aura profité de ce débat pour imprimer sa marque de fabrique en réclamant une sortie de l'UE, à l'image de son concurrent de l'UPR. Et si le scrutin de dimanche ne lui laisse guère de chance, il pourra toujours se consoler en observant le parcours de son alter ego britannique Nigel Farage, dont le score aux européennes de 1994 était de 1%. Aujourd'hui, celui-ci est donné à plus de 30% d'intention de vote. À gauche, Génération et son représentant Guillaume Bala est resté sur la même ligne de campagne. Après le kebab de Béziers, le mouvement cherche toujours à séduire l'électorat de banlieue, un électorat qu'il infantilise, qu'il ne comprend pas, mais surtout un électorat qui ne vote pas. Nous ne pouvons pas organiser notre relation au continent africain dans le fait que dans 30 ans, les jeunes Africains diront que non seulement on les a colonisés il y a 2 siècles, mais en plus, au moment où ils avaient besoin de partenariat, nous leur avons fermé la porte. La liste Hamon aura été éclipsée sur sa gauche par Yann Brossa, du Parti communiste, à la campagne résolument dynamique en dépit d'un affrontement fratricide avec la France insoumise. Le candidat PCF peut, lui, espérer dépasser les 3%. Au rayon bizarrerie, Francis Lalanne, en opération récupération des Gilets jaunes, a tenté un coup de com' et a assuré le spectacle, une performance qui ne devrait pas faire décoller sa liste. Mettons un carton jaune au système. Les Gilets jaunes, depuis 6 mois, ont porté la révolte des Français dans la rue. Je demande aux Françaises et aux Français, aujourd'hui, de porter leur révolte dans les urnes, la révolte par le vote. Et voilà, vous savez presque tout, ou au moins l'essentiel, sur les agapes télévisuelles de mercredi soir, des débats parfois un peu longs pour tenter de mobiliser des électeurs. Mais le temps des joutes n'est pas fini, puisqu'un ultime débat rassemblant 11 candidats se déroule jeudi soir. Eh bien, évidemment, tout cela restera du blabla. Des fermetures de pharmacies en cascade, une robotisation et une numérisation du secteur. Vos enfants ne connaîtront peut-être pas les officines telles qu'elles existent aujourd'hui. Analyse d'une restructuration de tout un secteur avec Olivier Frère-Jacques. 240 pharmacies fermées pour le seul exercice 2018. La tendance est lourde depuis plusieurs années, mais les chiffres de l'année 2018 sont les plus hauts depuis 10 ans, en hausse de 17% par rapport à l'exercice 2017. Le pays compte désormais 21 665 pharmacies, dont 20 966 en métropole selon l'Ordre national des pharmaciens. Et cette tendance n'est pas que le fruit de la désertification des campagnes, puisque durant la période 2014-2018, ce sont près de 250 pharmacies qui ont fermé dans la seule région Île-de-France, suivi par le territoire Auvergne-Rhône-Alpes avec un peu plus de 100, puis de la Normandie avec 43 fermetures. En revanche, le nombre de pharmaciens, lui, s'est stabilisé, car la fermeture des officines ne rime pas forcément avec la fin de l'activité, mais bien souvent avec un phénomène de concentration des compétences à travers des groupements de pharmacies. Un regroupement qui s'explique en partie par la faiblesse économique de certaines officines, les petites pharmacies étant les plus exposées, 70% des officines ayant fermé avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Un autre facteur semble expliquer ce phénomène, les évolutions réglementaires de la profession, à savoir notamment une rémunération recalculée à l'acte et non plus indexée sur les prix de vente des médicaments,
mais aussi l'arrivée de nouvelles missions pour les professionnels, comme la vaccination ou la télémédecine, des changements qui ont poussé de nombreux professionnels au regroupement. Regroupement local, mais aussi national, derrière des structures comme Lafayette Conseil, Paris Pharma ou encore PharmaBest. Plus de la moitié des fermetures sont ainsi non contraintes avec 21% de regroupement et 32% de cession de clientèle. La contribution au chiffre d'affaires du secteur de ces petits géants de la pharmacie s'élève ainsi à 5 milliards d'euros perçus sur les médicaments remboursables et devrait continuer de grimper dans les années à venir. En effet, la pharmacie du futur et ses objets connectés pourraient bouleverser tout un secteur et l'avènement d'officines 2.0 faites de récolte de données de santé et de robotisation des procédés médicaux pourrait bouleverser notre rapport à la pharmacie. Dans certaines officines déjà, c'est un robot qui traite l'ordonnance du patient. La numérisation du médical permettra également une gestion des stocks plus tendue et moins coûteuse pour les pharmacies, avec toujours en toile de fond la recherche de plus de bénéfices. Le facteur humain, si important en matière médicale et paramédicale, est lui relégué au second plan. Alors que le géant de la distribution Leclerc mène depuis plusieurs années des campagnes publicitaires pour pouvoir vendre des médicaments dans ses propres magasins, la concentration pourrait, par un autre biais, sonner le glas de la pharmacie de village ou de quartier. International maintenant, l'Afrique du Sud repart pour un tour. Après la victoire du Congrès national africain lors des élections législatives, les députés ont reconduit le président Cyril Ramaphosa pour 5 ans. S'il a promis du changement, la nation arc-en-ciel fait néanmoins face à de graves difficultés économiques et ethniques. Une réélection sans surprise. Mercredi, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis la démission forcée de Jacob Zuma en février 2018, a été reconduit pour 5 ans par les députés sud-africains. Une formalité pour son parti du Congrès national africain, l'ANC, 2 semaines après avoir remporté les élections législatives. Une pure formalité, l'opposition n'ayant présenté aucun candidat. Si l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, repart pour 5 ans. Cette victoire est néanmoins en demi-teinte. En effet, lors des législatives du 8 mai dernier, le Congrès national africain a réalisé le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales en remportant 57,5% des suffrages. Une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale conservés, mais qui démontre un relatif déclin de l'ANC. D'ailleurs, la réélection de Cyril Ramaphosa mercredi a été marquée par un coup de théâtre. Plusieurs personnalités du gouvernement et du Congrès national africain n'ont pas prêté serment comme députés. Le vice-président du pays, David Mabusa, a demandé à reporter sa prestation de serment à la suite d'un rapport de la commission d'éthique de l'ANC qui le soupçonne d'avoir porté préjudice à l'intégrité du parti. De plus, l'actuel ministre de l'Environnement, Nomvula Mokonyane, et l'ancien ministre des Finances, Malusi Gigaba, proche de l'ex-président Zuma, ont eux définitivement renoncé à leur siège de député. Alors que Cyril Ramaphosa doit prêter serment samedi, il pourrait procéder à un grand coup de balai au sein de son gouvernement. Un changement pour donner un nouveau souffle à sa politique alors que la nation arc-en-ciel fait pâle figure sur le plan économique. This is a new era, comrades. We are going to do things differently. We are going to do things effectively. We are going to make sure that we inject growth in our economy. We are going to make sure that we invite investors. They were saying at national level, provincial level, local government level, we must end corruption. And comrades, we are going to end corruption. Une nouvelle ère économique et mettre fin à la corruption, un mal bien présent en Afrique du Sud, et ce n'est pas le seul. En effet, si l'Afrique du Sud figure parmi les pays les plus développés du continent africain, un cabinet spécialisé en risque politique, Eunomics Business and Economics, a estimé que la performance de la nation arc-en-ciel sur une série de mesures sociales, économiques et de gouvernance s'est détériorée plus au cours des 12 dernières années que tout autre pays non en guerre. Preuve en chiffres, les indicateurs de sécurité, de gouvernance, de prospérité et de bien-être montre que l'Afrique du Sud est tombée à la 88e place du classement alors que le pays occupait le 31e rang en 2006. Ainsi, le pays arc-en-ciel figure dans la même catégorie que la Colombie, la Jamaïque et les Philippines et n'est dépassé que par les pays déchirés par les conflits tels que le Mali et le Venezuela. Et le déclin pourrait se poursuivre et ce, essentiellement à cause du blocage ethno-politique. Les divisions entre la communauté noire revancharde, très largement
largement majoritaire en Afrique du Sud, mais peu dynamique économiquement. Et la communauté blanche, minoritaire, mais encore relativement puissante, exacerbe les tensions. Des tensions entretenues par l'ANC qui n'a de cesse de défendre les intérêts de la majorité noire dans un pays où le lynchage des Blancs est devenu monnaie courante. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Floriane Jeannin. Le CSA, maître du temps, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de comptabiliser le temps de parole de Steve Bannon comme celui d'un soutien du Rassemblement national. Une surprise alors que l'ancien conseiller de Donald Trump ne joue officiellement aucun rôle dans la campagne. Une information qui a surpris plusieurs personnalités politiques, dont l'ancien sénateur de Paris Yves Pozzo di Borgo, qui n'a pas hésité à souligner que dans le même temps, le CSA ne décompte pas le temps de parole d'Emmanuel Macron alors que le président fait campagne à part entière pour La République en marche. Adieu le secret des sources. Plusieurs journalistes ont annoncé avoir été convoqués par la sécurité intérieure pour s'expliquer sur des enquêtes sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite et l'affaire Benalla. Des annonces qui ont entraîné une vague de protestations. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte au secret des sources, remettant en cause le droit d'informer et la liberté d'expression. Le porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a défendu pour sa part l'attachement du gouvernement à la liberté de la presse, ajoutant que nul justiciable en France n'est en dehors de la loi. Prison ferme pour l'agresseur d'un transgenre. Mercredi s'est tenu le procès de l'agresseur de Julia, transgenre agressé le 31 mars dernier en marge d'une manifestation d'Algériens contre Abdelaziz Bouteflika. L'individu maroco-algérien de 23 ans a écopé de 10 mois de prison, dont 6 fermes. Celui-ci avait frappé la victime au visage. Le procès revêtait évidemment une dimension symbolique. La sévérité de la décision du tribunal étant très probablement liée à l'identité transgenre de la victime plus qu'aux actes en eux-mêmes. Envie de pénal, toujours. Mercredi, le parquet de Paris a requis 6 mois de prison avec sursis contre un gilet jaune qui comparaissait pour injure antisémite proférée à l'égard d'Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation en février. La décision a été mise en délibéré au 12 juillet, date à laquelle la juridiction de jugement se prononcera sur les recours formulés par la défense. Des milliers d'amendes laissées sur le bord de la route alors que le gouvernement a décidé de faire machine arrière sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, laissant la liberté aux élus locaux de revenir à 90 km/h. Ce retour va faire des heureux chez les automobilistes verbalisés. Selon le principe de rétroactivité de la loi plus douce, les conducteurs verbalisés sur une route à 80 km/h seront fondés à demander l'annulation ou le déclassement de l'amende si l'infraction n'est alors plus constituée. Des milliers de procès-verbaux en cours devraient donc être annulés. En revanche, les conducteurs ayant été verbalisés plus tôt dans l'année et ayant déjà réglé l'amende ne seront pas remboursés. Google coupe la communication avec Huawei. La Maison-Blanche a décidé d'interdire aux entreprises américaines du secteur high-tech de partager leur technologie avec certaines sociétés étrangères, dont Huawei. Pour se conformer à la décision, Google a donc décidé de retirer la licence de son système d'exploitation Android au chinois Huawei. Pour contrer la décision américaine, Huawei réfléchira à avoir son propre système d'exploitation, une escalade supplémentaire dans la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Alexis Tsipras, nouvelle figure du néolibéralisme. Le Premier ministre grec qui s'opposait en 2015 en premier opposant aux diktats néolibéraux a posé en couverture du Financial Times promettant plus de réformes néolibérales. De plus, le Premier ministre grec est loué par la presse économique pour sa politique macroéconomique et sa fidélité à la doxa de l'eurozone. La Grèce reste cependant dans une situation délicate. 35% de la population y vit sous le seuil de pauvreté.
Vladimir Poutine, star de la télévision britannique. Mercredi, la chaîne BBC a annoncé la création d'une nouvelle émission qui aura pour présentateur un Vladimir Poutine virtuel. Dans cette émission baptisée Tonight with Vladimir Putin, ce soir avec Vladimir Poutine en français donc, personnage virtuel réalisé grâce à une technique de dessin animé numérique en 3D, conduira en plateau des interviews auprès d'invités. Les 2 premiers épisodes doivent être diffusés le mois prochain. Les relations entre la Russie et le Royaume-Uni sont tendues depuis l'empoisonnement de l'ex-agent russe Sergei Skripal l'an dernier à Salisbury, attribué par Londres à Moscou. Et dans un instant, notre Zoom du jour. Pour le maire de Béziers, Robert Ménard, l'heure est déjà au bilan. Dans un livre intitulé « Un maire ne devrait pas faire ça », il revient sur la campagne électorale et sa victoire à Béziers. À l'occasion de l'écriture de ce petit livre, je me suis rappelé, par exemple, vous avez peut-être parce que j'avais envie de l'oublier, la violence à notre rencontre pendant la campagne électorale, et j'allais dire pire encore quand on a gagné. C'était pour un certain nombre de gens, et ça l'est toujours, insupportable. Insupportable. Entre les 2 tours, la droite et la gauche manifestent à 2 endroits différents sur le même mot d'ordre. Les loups sont rentrés dans Béziers. Vous vous rappelez la chanson de Reggiani qui renvoyait au nazisme? C'était ça. C'est ça. Le lendemain de mon élection, celui qui est le doyen du conseil municipal, en l'occurrence, je tombe mal, un communiste, refuse de me passer l'écharpe tricolore. Le même, cette gauche qui se bat, qui dit que nous, on n'est pas démocrates, que nous ne sommes pas républicains. Eux ne respectent pas le scrutin qui venait d'avoir lieu. Ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent la position des médias après la polémique Nick Conrad, le traitement médiatique de Vincent Lambert et l'ICES qui se plie aux volontés de la communauté LGBT. Découvrez également un nouveau numéro de Géopôle. Richard Haddad reçoit le député européen sortant du Rassemblement national, Jean-Luc Schaffhauser, et l'universitaire britannique John Loughland, tous les 2 auteurs d'un livre sur l'Europe de Bruxelles. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Olivier Frère-Jacques. Merci pour votre fidélité. Bonsoir. Je ne pouvais pas faire autrement, vous en conviendrez, vu la vocation de cette chronique, que de regarder pratiquement le crayon à la main une émission diffusée récemment par BFM TV et intitulée « La France au fond des yeux ». J'imagine que le titre leur est venu le jour où, dans la région de Nancy, ils ont voulu prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Ça dure 6 mois. Ce reportage-là, qu'on nous annonçait en profondeur, visiter 4 ou 5 régions situées dans l'axe médian du pays, celui où il n'y a plus de train et où il faut changer 3 fois pour se rendre d'un point à un autre. Et quand je dis qu'on nous l'annonçait, c'est au sens propre, avec cette espèce de dramatisation qui est la signature de la chaîne, la bande-annonce. Vous savez, un montage rapide. Ne manquez pas cette plongée dans la France silencieuse des oubliés. Alors là, qu'on me permette un retour en arrière de 7 ou 8 ans et une note personnelle, lorsque j'étais encore placé au cœur du monde médiatique, Figaro, Valeurs Actuelles, etc., et de temps en temps un entretien sur Europe 1, j'ai essayé pendant l'élection de François Hollande de faire valoir le point de vue des humbles, des petites gens, comme on dit, parce que j'étais parmi les rares intellectuels qui étaient conseillers municipaux d'un village de 400 habitants. Mais le gratin médiatique n'avait pas l'air très sensible à ce thème, on peut pas dire. Du coup, je me suis retourné vers mon éditeur de l'époque, Flammarion, à qui j'ai proposé un livre appelé « Éloge des braves gens ». C'était en 2011. Je regrette de n'avoir pas le temps de vous retracer l'échange de lettres, mais en gros, la position générale à l'époque, c'était que les braves gens
ça faisait populiste, ça faisait Le Pen, et que le thème n'était pas du tout porteur. En gros, à l'époque, on préférait les livres sur la France qui gagne. Et dommage, moi je voulais écrire un livre justement sur la France qui perd, et surtout sur ce qu'elle avait perdu. Du coup, à force de ruse, j'ai fini par le faire, ce livre, et Flammarion l'a publié sous un autre nom, sous un autre titre, je veux dire. Le bandeau de couverture était quand même clair, il disait « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». On ne peut pas être plus actuel, mais le problème c'est qu'il ne faut pas être actuel avec 7 ans d'avance, donc BFM TV, pour en revenir à aujourd'hui, a décidé d'être hyper actuel, mais avec 7 ans de retard. Et surtout parce qu'il y a eu urgence avant les élections, la preuve, le débat ensuite faisait intervenir la porte-parole du gouvernement. On soupçonne tout de suite qu'elle est hyper bien placée, cette femme, pour nous parler de la France profonde, enracinée, etc. Pour une émission comme ça, c'était vraiment le casting parfait. On aurait dit un sketch. Donc j'ai regardé l'émission avec Lucienne, une octogénaire de chez nous, à grandes épaules, et son frère Roger. Et à un moment, Roger s'est retourné vers moi, et il a dit « Mais il suffit de la voir, cette femme, mais qu'est-ce qu'elle connaît à notre vie ?» Ben rien, Roger, rien du tout. Elle ne connaît rien à notre vie, je le confirme. Et les journalistes à sa dévotion non plus. Ils nous brossaient le portrait d'une France où il n'y a pas de train, pas de médecin de campagne, pas de maternité, avec témoignages à l'appui. Et ça, c'était le minimum, mais c'était pas nouveau. Il y avait quelques rares moments d'émotion dans le sillage des chômeurs qui se demandent comment ils vont s'en sortir, mais tout ça, c'était du déminage assez grossier. Pour se frayer un passage avant les élections, on considérait tout comme une espèce de fatalité, sans mettre en lumière les incroyables responsabilités des élus et du personnel administratif dans tout ce désastre. Si vous voulez savoir BFM où il fallait regarder ce soir-là, je peux vous le dire, en vrac pour la prochaine émission, vous vous demandez par exemple pourquoi les élus de campagne dans notre coin passent une semaine tout frais payés en Espagne dans une chasse privée aux frais d'une grande compagnie de fourniture d'eau. Vous vous demandez pourquoi des bandes de Géorgiens mobilisent les tribunaux des petites villes voisines pendant 4 jours. Vous vous demandez pourquoi, alors qu'un ingénieur, dont c'est le métier, a proposé une étude gratuite sur une rénovation de bord de rivière, eh bien on préfère systématiquement un cabinet d'études à la dévotion du président du Conseil général qui coûte 30 000 € par intervention. Vous vous demandez comment on peut faire acquérir un bâtiment à son entourage tout en garantissant à l'acquéreur d'y installer plus tard une agence publique qui remboursera le prêt en moins de 10 ans, ni vu ni connu. Vous vous demandez aussi pourquoi les entrepreneurs quittent tous une petite ville à cause d'un inspecteur des impôts particulièrement cinglé qui aligne tout le monde en 2 ans et fait perdre un temps, une énergie, un argent considérable. Vous vous demandez pourquoi un projet intercommunal de réhabilitation de centres de village, 10 appartements avec cabinet médical destinés aux vieux qui ne veulent pas finir en EHPAD, est désormais peuplé de jeunes cas sociaux, chômeurs, drogués, envoyés par la DAS qui dorment à même le sol sous une affiche d'Eminem. Vous vous demandez comment on peut infliger à un type qui gagne 700 par mois une amende de 135 pour défaut de ceinture. Vous vous demandez enfin pourquoi il y a eu 3 tentatives d'incendie dans l'église Saint-Jean dans l'une des villes voisines de Campagnol. Eh bien c'était ça BFM TV, la France dont il fallait parler, celle des vrais oubliés. Et vous l'avez oublié une fois de plus pour nous en montrer une autre qui attend d'aller en formation pour obéir aux vœux de son président. Et vous autres, abonnez-vous, merci. Anne Hidalgo, la bien-aimée mairesse de Paris, est une ardente défenseuse de la cause des femmes. Dieu, que cela sonne bien. La preuve, elle envisage la mise en place d'une police spécialement dédiée à la sécurité des femmes. Si c'est pas beau le progrès. Et oui, les élections municipales se rapprochent et il serait peut-être temps de se préoccuper de la très préoccupante dégradation de la sécurité dans la capitale. On apprend ainsi, de la bouche du premier adjoint de Madame Hidalgo, que la municipalité envisage de remettre des agents dans les endroits à risque comme les places ou les sorties de métro dans certains quartiers qui seraient, paraît-il, confrontés à des crises à répétition. Traduction, qui sont malfamées. Exemple, aux abords de la place de la Chapelle, des agents, je recite, faciliteront la circulation des femmes dans l'espace public, rendu difficile par la présence en très grand nombre de jeunes hommes. Qu'en termes galants ces choses-là sont dites, ne nous attardons surtout pas sur la provenance de ces jeunes hommes,
ni sur leur tenue sur l'espace public, ni sur leur conception assez aléatoire qu'ils se font de la dignité de la femme. Non, Madame Hidalgo parle simplement de jeunes hommes, nos enfants en quelque sorte, nos enfants exclusivement. À y regarder de près comme de loin, le point d'équilibre de notre civilisation occidentale chrétienne qui faisait que jusqu'à très récemment, une femme, jeune ou moins jeune, pouvait sortir dans la rue en toute quiétude est bel et bien révolu. Nous sommes entrés de plein pied dans un processus de barbarisation, exclusivement dû à nos enfants, bien sûr. Faire machine arrière est encore possible si tant est que l'on veuille bien regarder la vérité en face et démasquer les vraies causes d'une telle dégradation de la situation, une immigration incontrôlée, clandestine ou officielle, et la licence qui est donnée à une jeunesse d'origine musulmane d'avoir culturellement et politiquement tous les droits. Faire marche arrière est possible, il y va de l'avenir de la France, mais cela demandera un vrai courage aux dirigeants politiques à venir. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.